Avant de commencer, j'aimerais vous parler de Monkey D. Noah. Il s'agit d'un admin sur mon Discord qui a pris la peine de créer la quasi-totalité des rôles et des salons et m'a énormément aidé pour créer et gérer ce Discord. Et sans lui, sans vous mentir, je pense que mon Discord n'aurait jamais vu le jour. Et je cherchais comment le remercier et j'ai enfin la possibilité de le faire. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour m'aider à le faire. Noah est une personne très gentille, passionnée par One Piece, il a une chaîne One Piece avec des vidéos très intéressantes pour un début sur YouTube. Et je pense sincèrement que vous apprécierez bien ses théories. De plus, il a un Discord et m'a demandé de vous le partager. Donc, si vous êtes fan de One Piece, n'hésitez pas à le rejoindre, vous aurez un lien dorénavant de mon Discord et de son Discord en description. Ça me ferait super plaisir que vous m'aidiez à lui rembourser ce qu'il a fait pour moi et je vous en remercie infiniment. Maintenant, place à la vidéo. Quel chapitre? Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la review du chapitre 976 de One Piece. Un chapitre bien évidemment dans la continuité des deux précédents, avec la suite de la réunion des alliés dans les mers troublées entre Wano Kuni et Onigashima et l'arrivée d'un personnage que j'attendais avec impatience. Oui, j'en avais parlé sur le Discord, en live et même dans la précédente review. Selon moi, il était grand temps qu'il arrive. Le chapitre était assez court mais intense et très intéressant. Laissez-moi vous analyser tout cela ainsi que partager mon point de vue sur ce chapitre. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Après une semaine de pause pour Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece revient avec une colo pour la page du couverture de magazine hebdomadaire de la Shueisha, le Shonen Jump, avec un dessin particulièrement émouvant. En effet, nous avons droit à voir Oden, Roger et Luffy trinquer ensemble. Alors que Luffy regarde vers nous, les deux autres se regardent entre eux, montrant leur complicité. Nous avons même droit à une page de couverture colo pour le chapitre, avec une requête de Honey Liquor mettant en avant les Mugiwara en train de fabriquer des chaussures accompagnées des Tontata. Le fait notable de cette couverture serait selon moi les chaussures que tient Luffy. En effet, les deux ont des visuels différents, car si la chaussure droite porte le visage du Merry, la gauche, elle, arbore celui du Thousand Sunny, montrant que le Merry est toujours dans le cœur des Mugiwara et de Luffy. Le chapitre se nomme « J'implore votre pardon » et il commence directement avec la confirmation de ce que j'avançais dans la review précédente. Kinemon a bien évidemment pas prévu le fait d'avoir apporté les fourreaux rouges au mauvais port, et il s'agit bien d'une chance de toute une vie. Les fourreaux rouges l'ont compris directement et essayent de pousser Kinemon à assumer qu'il s'est trompé par rapport à la lecture du port laissé par Yasuie. Kinemon lâche une parole assez triste puisqu'il dit qu'il risque probablement de mourir dans la bataille à venir. Au début, je me disais que cela va avec ma théorie sur les prochaines morts de Wano Kuni, mais que personnellement, même si cela venait confirmer ma théorie, je préférais me tromper et que Kinemon reste en vie, car j'aime énormément ce personnage. Et alors que tout le monde est admiratif devant le leader de la rébellion, les autres fourreaux rouges soulignent que Kinemon vient de gaspiller la chance de toute leur vie réunie, mais qu'ils ne le laisseront pas mourir seul. Et j'ai ainsi compris leur discussion. Nous pouvons penser que cette discussion est plutôt afin de montrer la détermination des fourreaux rouges et le fait qu'ils sont tous prêts à mourir les uns pour les autres et pour réaliser le rêve de Oden, ouvrir les frontières de Wano Kuni. Kinemon brandit alors son katana sous la demande de Denjiro afin de motiver les samouraïs et de lancer l'appel de la guerre. Alors que Kanjuro compte s'enfuir afin d'apporter Momonosuke chez Orochi et les ennemis se rendent compte qu'ils ne peuvent pas contacter Onigashima, sûrement à cause de Caribou que j'imagine bien répéter son plan d'absorber le gros Dendenmushi afin de couper les contacts et permettre au raid de garder son effet de surprise. Kawamatsu, l'homme poisson, lui saute dans l'eau afin d'attaquer Kanjuro, motive à l'idée de libérer Momonosuke du joug du traître. Mais Kanjuro est bien plus coriace que ce qu'ils avaient prévu et le traître n'a jamais révélé son plein potentiel devant les fourreaux rouges qui sont surpris de voir que non seulement il dessine super bien, mais qu'il sait se défendre et possède même des techniques pour se battre. Kawamatsu ne réussit pas à empêcher Kanjuro de s'envoler sur le dos d'une grue dessinée avec Momonosuke bien évidemment. Kanjuro ne s'arrête pas là puisqu'il annonce que sa prochaine cible sera Hiyori comme il a appris qu'elle est vivante. Alors que Luffy ne comprend pas la situation, Sanji et Robin, qui se doutaient bien de la présence d'un traître parmi les fourreaux rouges, réagissent directement en comprenant que l'identité du traître est Kanjuro et Sanji s'envole à l'aide de son Skywalk afin de l'atteindre. Chopper, qui entend la discussion entre Sanji et Robin, prévient Luffy que Kanjuro est un espion ennemi et Luffy est donc déçu et en colère en apprenant cela. Alors que Usopp lui tente de lui tirer dessus à distance, Kanjuro utilise une nouvelle technique, un nuage d'encre permettant de semer le doute sur ses capacités, faisant en sorte que Kinemon demande à Sanji de revenir. Kanjuro, qui est capable de créer de l'encre à partir de ses cheveux, et ce nuage d'encre fait pleuvoir des flèches d'encre très puissantes, capables de perforer les navires et blesse pas mal de soldats. Alors que Momonosuke supplie Kanjuro d'arrêter, celui-ci répond que ses parents ont simplement retardé leur mort de 20 ans en leur donnant de vains espoirs. Mais nous savons très bien que Kanjuro sous-estime énormément les Mugiwara
Mugiwara qui sont l'atout majeur des Fourreaux Rouges. Oden n'a pas choisi 2 décennies au hasard, chose que Kanjuro n'a pas l'air d'avoir compris, car s'il a dit dans 20 ans, c'est pour l'arrivée de Joy Boy, et ce Joy Boy n'est nul autre que Luffy, qui sera bien présent pour en découdre avec Kaido. Momonosuke, qui a bien mûri depuis sa rencontre avec Luffy, annonce qu'il trouvera un moyen de s'échapper et que l'armée de la rébellion doit se concentrer sur le raid principalement et ne pas s'inquiéter pour lui. Ces paroles prouvent que Momonosuke a la carrure de devenir le shogun de Wano Kuni, et Luffy est très fier de voir que Momonosuke est devenu un homme à 8 ans. La façon dont il agit avec ses pensées en fond pourrait nous faire croire que, sans faire exprès, Momonosuke appellerait Zunisha. Cette idée vient de Mushu après une discussion sur le Discord. Une idée que j'ai énormément appréciée et c'est pourquoi je vous la partage ici rapidement. Luffy lui dit alors qu'ils viendront sans aucun doute le sauver, qu'il doit juste tenir bon. Je suis un peu perturbé par cette première partie de chapitre. En effet, je me demande comment Kanjuro réussit à s'enfuir alors que les Mugiwara, Law et Kid sont présents. Je veux dire, entre les capacités de sniper de Usopp, Sanji son skywalk, Law et sa capacité de switcher, ils avaient des moyens pour récupérer Momonosuke en quelques secondes sans pour autant tomber dans un possible piège de Kanjuro. Mais j'ai l'impression que Oda devait faire en sorte que Momonosuke soit capturé pour la suite de l'histoire et donc n'a pas mis en avant les personnages capables de le récupérer aisément. Ce que je veux dire par là, c'est que pour que l'histoire puisse continuer, il a dû décrédibiliser un peu l'alliance. En tout cas, c'est mon ressenti. Je ne vois pas d'autre explication, car si on analyse la situation, encore une fois, les Mugiwara pouvaient sauver Momonosuke 10 000 fois sans risquer quoi que ce soit. Entre la vitesse de Luffy en Snake Man, Law, Sanji, Usopp, etc. Mais bon, Oda a décidé que ce sera ainsi, mais pour une fois, j'ai le sentiment que ce choix n'est pas aisément explicable. Alors qu'on apprend qu'un des navires de Kaido s'est enfui, Kinemon prend des nouvelles de l'état des samouraïs qui ont subi seulement des petites blessures, mais qui ont vu leur bateau endommagé et qui doivent donc accoster le plus rapidement. Alors que Shinobu s'excuse, Kinemon lui dit que tant qu'elle va bien, tout ira bien, et Denjiro rejoint alors les Fourreaux Rouges. Mais cette réunion se fait sur le sous-marin de Law qui est frustré de voir qu'ils se sont invités tranquillement. Kid, obnubilé par les Mugiwara, dit qu'il faut absolument pas les laisser les dévancer. Mais le navire de guerre qui s'est enfui plus tôt s'est en réalité juste distancé afin de pouvoir utiliser ses armes à longue distance et commencer à bombarder les navires de l'Alliance. Usopp pour la blague est surpris qu'ils ajustaient la distance et je trouve cela dommage que nous n'avons pas un Usopp efficace, car c'est ici qu'il pouvait briller. En effet, le Sunny est suréquipé grâce à Franky et ils ont un tireur d'élite. Pourquoi Usopp ne réagit pas afin de détruire leur navire ennemi? Eh bien, pour ce qui suivra, et encore une fois, j'ai le même sentiment que pour la fuite de Kanjuro. Alors que l'Alliance n'arrive pas à réduire la distance et que le navire de guerre de Kaido continue à bombarder les bateaux des Alliés, nous entendons un Yarinami, une lance aquatique, détruire le navire de guerre. Et oui, vous l'aurez compris, c'était lui que j'attendais depuis très longtemps. Je me disais que son absence commençait à devenir louche et il arrive pile au bon moment comme toujours. Il perfore et détruit le navire en une seule attaque et se présente d'une manière Yakuza. J'implore votre pardon, main en avant. Et nous comprenons ainsi le titre du chapitre. Il annonce avoir échangé une coupe de saké avec le capitaine des Mugiwara et qu'il a rejoint leur équipage. Il l'appelle Jinbei le paladin des mers. Sous le choc total de Law et Kid, Jinbei annonce qu'il fait partie des Mugiwara d'une manière magnifique. Revenu vivant et avec aucune blessure apparente malgré les dires de Oda, les Mugiwara sont enfin au complet sous la joie ultime d'absolument tous les chapeaux de paille. Jinbei nous est enfin présenté comme timonier de l'équipage avec une prime de 438 millions de berries. Beaucoup ont avancé la possibilité que Jinbei soit revenu aveugle se basant sur l'image où ce dernier ferme les yeux. Pourtant, nous pouvons voir ses pupilles lorsque ce dernier est présenté comme timonier de l'équipage des Mugiwara, donc personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Et la réaction de Law et Kid montre à quel point Jinbei est puissant et à quel point l'équipage des Mugiwara fait un bond en avant dans son aventure. Les deux capitaines sont frustrés car ils savent que les chapeaux de paille seront beaucoup plus coriaces qu'ils ne l'étaient déjà. Et nous comprenons via leur réaction que non seulement, bien évidemment, leur alliance est temporaire et qu'ils retourneront à être rivaux très prochainement, mais qu'en plus, Jinbei sera une puissance de taille pour la guerre qui suivra. Il ne s'agit pas d'un petit gabarit qui vient d'arriver, mais bien d'un monstre de puissance. Ancien Shichibukai et le successeur de Fisher Tiger pour les Pirates du Soleil. Il est le deuxième ex-capitaine qui devient un Mugiwara, car en effet, le premier était Brook, qui était capitaine des Rumbaru Pirates avant que ce dernier devienne un Mugiwara.
Mugiwara et le chapitre est déjà terminé. Beaucoup disent que c'est une humiliation pour Jinbei que ce dernier s'en sorte aisément, mais comprenez que Jinbei n'a pas été combattre Big Mom en 1v1 et qu'il n'a pas cherché non plus à combattre un quelconque membre de l'équipage de l'empereur, mais qu'il a bien juste tenté de les ralentir afin de permettre Mugiwara de s'enfuir. De plus, cela est une preuve de la puissance incroyable de Jinbei qui pouvait s'enfuir quand il le voulait via la voie marine, étant un homme poisson. À part les deux situations expliquées précédemment où j'ai trouvé cela un peu bizarre, dans le sens où je me disais mais ils avaient une solution au lieu de se laisser faire, et je dois vous avouer que c'est la première fois que ça m'arrive en lisant un chapitre de One Piece, j'ai beaucoup aimé ce chapitre malgré cela, car j'attendais encore une fois avec impatience l'arrivée de Jinbei, et je suis très heureux de le voir arriver. J'ai hâte du prochain chapitre et je pense que nous aurons droit à une question de la part de Luffy qui demandera à Jinbei comment il a fait pour s'en sortir. Selon moi, les pirates du soleil sont restés derrière pour lui permettre une fuite prématurée ou quelque chose comme ça. Nous verrons un Jinbei se faire crier dessus par Aladdin qui lui dira qu'il ne peut absolument pas mourir ici maintenant qu'il a rejoint les Mugiwara. Et je pense qu'on aura la moitié du chapitre expliquant comment Jinbei s'en est sorti et l'autre moitié où nous les verrons accoster à Onigashima ainsi que pourquoi pas l'arrivée des derniers alliés, à savoir en premier lieu Nekomamushi. Qu'as-tu pensé de ce chapitre et que penses-tu qu'on aura dans le chapitre 977? N'hésite pas à laisser tes idées en commentaire ou venir discuter de tout cela sur le Discord. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère sincèrement t'aura plu et si c'est le cas lâche le gomu gomu no pouce bleu et si tu es nouveau tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. De plus, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, s'il vous plaît aidez-moi à remercier Noah en allant sur son Discord et sur sa chaîne YouTube. Et je serai en live ce soir sur Twitch à partir de 20h pour un live 100% One Piece, c'est-à-dire discussion et débat, plus One Piece Pirate Warriors 4, donc n'hésite pas à passer sur le cœur tendu. C'était Yams, El Psy, Kongeru.